Chers téléspectateurs, nous sommes à la dernière émission Grand Angle de l'année 2023. Nous nous réjouissons d'avoir respecté l'engagement que nous avons pris, d'être avec vous chaque samedi pour évoquer, pour échanger sur un certain nombre de problèmes et d'aspects qui concernent la vie de notre pays, le Congo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la dernière émission qui a suscité beaucoup de réactions. Elle a suscité beaucoup de réactions parce que nous avons parlé d'une problématique sur laquelle nous allons revenir, à savoir que le Congo a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Mais où le trouver? Et pourquoi cette problématique se pose? La première raison que je vais évoquer avec vous, vous avez suivi que le Congo venait d'avoir le satisfecit du Fonds monétaire international pour la réussite de sa 4e revue. Beaucoup s'en sont réjouis. Ils ont même pensé que c'était inédit que 4 revues d'affilée puissent être positives, puissent réussir, ce qui devrait être notre objectif. Mais en dépit de ça, il faut dire aux Congolais que dans le cadre du programme de la facilité élargie de crédit 2022-2024, il ne nous reste que 2 revues. Cela veut dire quoi fondamentalement? Que le Fonds monétaire ne réglera pas le problème de la souffrance des Congolais. Le Fonds monétaire ne réglera pas le problème du développement du Congo. Ce problème regarde les Congolais. Et il faut que les Congolais en prennent véritablement conscience et qu'ils réalisent qu'ils doivent réaliser le destin de leur pays. Beaucoup de commentaires ont été faits sur la dernière émission et c'est pour ça que j'y reviens. La première, le premier commentaire qui a été fait concerne un peu l'interpellation que nous avons faite au Premier ministre de prendre le courage pour lutter efficacement contre la corruption, faire entrer l'argent dans les caisses de l'État pour résoudre les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Beaucoup ont semblé en être préoccupés, mais je les rassure, il suffit qu'ils prennent le programme d'action du gouvernement qui a été présenté par M. Anatole Koliné-Makosso en juin 2021 pour se rendre compte que ça rentre en ligne de compte de ce que lui-même il a déclaré. Et c'est là, la référence, c'est ce qu'il a appelé la 2e bataille. Et selon lui, il n'y aura pas un avenir prospère pour le Congo sans une politique économique rigoureuse et équilibrée. Nous allons revenir tantôt là-dessus. La deuxième remarque que je voulais faire, nous avons parlé de la corruption et nous sommes très heureux que nous ayons évoqué un certain nombre de cas. Un des cas qui illustre la situation, c'est celui de notre ancien président de la République, le général Jacques Jachin Yombi Opango, pour lequel le 3e congrès extraordinaire avait pris une motion. Je ne vais pas revenir sur les détails, je vais juste vous présenter la motion. La motion, elle est là. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est que le général Jacques Jachin Yombi Opango, en tant que président du RDD, a fait une déclaration forte sur la corruption. Et il a relevé. Aujourd'hui, force est de constater que le vol qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu devient une source naturelle d'enrichissement.
La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système. Et je pense que tout plus tard, nous allons y revenir. Et c'est un problème extrêmement important. Je vais également vous faire un rappel. C'est le rappel de la déclaration qui a été faite en mars 2023. Il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire ce ver qui se trouve dans le fruit. C'était la reconnaissance, selon moi, de ce que le pays va mal, très mal. Et je dis non. La preuve, nous avons vécu le drame du stade Michel Dornano. Ce n'est pas que je vais y revenir, mais c'est juste à titre illustratif. C'est pour ça que je reviens sur la raison fondamentale de la problématique que nous posons. C'est de trouver l'argent pour résoudre les problèmes des Congolais qui sont véritablement dans la souffrance. Et c'est pour ça que j'insiste et que je reviens dessus. Le premier aspect, sinon la première piste, nous avons parlé de la réduction du train de vie de l'État. J'ai fait référence au programme d'action du gouvernement, j'ai fait référence à la deuxième bataille. Relisez bien ce passage. Vous vous rendrez compte que la réduction du train de vie de l'État était bel et bien retenue dans le programme d'action du gouvernement. Pourquoi elle ne se fait pas? Et je vais vous prendre un exemple illustratif. Si je prends le cas du Congo, comparativement au cas du Burkina Faso, d'après les informations qu'on a, mais elles semblent avérées, le Premier ministre congolais gagnerait 25 millions de francs CFA. Un ministre d'État congolais gagnerait 15 millions de francs CFA. Et un ministre en gagnerait 11 millions. Si nous faisons le calcul sur cette base, à la fin de l'année, tout ça représente 5 milliards 424 millions de francs CFA. Cette somme est importante. Comparé le nombre de l'équipe gouvernementale du Congo est de 38. Et quand je prends un pays comme le Burkina, qui est fortement et de loin beaucoup plus peuplé que le Congo, le gouvernement a 24 ministres. Un ministre burkinabé gagne 973 000 francs. Et pour faire les salaires des membres du gouvernement au Burkina, vous avez pour toute l'année près de 305 millions de francs CFA. Regardez l'écart, regardez la différence. Nous pouvons nous reporter sur l'indice de développement humain pour nous rendre compte si cet écart est véritablement justifié. Et quand nous parlons de la réduction du train de vie de l'État, pour être concret, j'ai dit, mais on peut réduire de façon plus drastique. Si on réduit de 50%, les ministres gagneront correctement leur vie puisqu'ils toucheront pour la plupart beaucoup plus que le président Poutine, beaucoup plus que le président Macron, beaucoup plus que le président chinois. Mais ça nous ferait gagner plus de 2 milliards 500 millions de francs CFA. Et nous pouvons continuer comme ça dans toutes les institutions. Juste pour vous dire que si on a la volonté de réduire pour apporter une solution et une contribution à la réduction de la souffrance des Congolais, on est capable de le faire. Donc, nous avons indiqué cette piste
qui ne concerne pas seulement les membres du gouvernement, qui concerne les membres de toutes les institutions. Et nous avons pensé que cette réduction devrait se faire, non seulement en termes d'effectifs, mais en termes également des conditions de rémunération. Voilà le premier axe. Le deuxième axe sur lequel nous voulons revenir, c'est la déclaration du patrimoine. Et dans le programme d'action du gouvernement, le Premier ministre Anatole Koline-Makossoa a déclaré que plus qu'un devoir de transparence, il s'agit en réalité d'une preuve de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Mais alors, comment expliquer, alors que nous voulons, et quand nous lisons ce document, ce programme, il apparaît clairement qu'on veut être exemplaire. Il apparaît clairement qu'on veut la transparence dans la gestion. Comment expliquer alors aux Congolais que depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif, élu ou nommé à une autre fonction publique, n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi? Mais ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que lorsqu'on se réfère à la loi sur la déclaration du patrimoine, il y a un article 12 qui dit qu'en cas de non-déclaration, il y a des sanctions qui sont prévues et les personnalités concernées peuvent perdre jusqu'au quart de leur patrimoine. Voilà une source. Et pourquoi on ne l'exploite pas? Pourquoi on n'applique pas les textes? Ce n'est pas nous-mêmes qui disons que nul n'est au-dessus de la loi, que la loi est dure, mais que c'est la loi et que nous sommes tenus de la respecter. Je vous donne encore une piste. Maintenant, j'en viens à la troisième, qui est la plus importante puisque c'est celle qui a le plus fait parler d'elle. J'ai entendu dire qu'il fallait que Mirassa montre les endroits où l'argent était caché et qu'il donne la preuve, etc. Il y en a même qui en parlent avec un certain regard, sinon un aspect accusateur. Je ne rentrerai pas dans cette polémique, mais je vais aller vous présenter un certain nombre d'éléments pour que vous vous rendez compte que la prise de conscience doit être totale. Je vous présente ici le message sur l'état de la nation du président de la République qu'il a fait le 12 août 2006. Dans ce message, il disait quoi? Il reconnaissait que suite à l'embellie financière due à la montée significative des cours du baril du pétrole, nous enregistrons des excédents budgétaires et que ces excédents budgétaires devaient être déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale. Qu'aucun franc ne devait être retiré de ce compte sans la moindre loi rectificative. Et que chaque année, la Cour des comptes et de discipline budgétaire devait faire un audit qui devait être rendu public. Question: pourquoi depuis 2006 aucun audit n'a été fait? Autre question: puisque les institutions fonctionnent normalement, comment expliquer aux Congolais que ni l'Assemblée, ni le Sénat, qui font partie du Parlement réuni en Congrès, devant lesquels cette déclaration a été faite, pourquoi ils sont restés silencieux? Et que dire de l'information qui circule selon laquelle les 14 000 milliards qui auraient pu être destinés aux générations futures se sont évaporés? Et lorsque des voix comme la mienne s'élèvent pour dire qu'il faut que l'audit se réalise, la Cour des comptes est ici, la Banque centrale, là où l'argent a été déposé, est à Brazzaville, mais pourquoi l'audit ne se réalise pas? Et c'est pour ça que nous sommes heureux qu'il y ait déjà eu une démarche, une plainte qui a été introduite par une coalition citoyenne des organisations de la société civile et des personnalités indignées pour suivre cette question qui préoccupe. Et moi, je suis convaincu que si on fait cet audit, on aura la possibilité de récupérer de l'argent. Et cet argent pourra aider à résoudre les problèmes des Congolais. Ce n'est pas tout. Je vais venir au deuxième aspect. Et toujours sur la base des éléments. Vous voyez,
j'ai ce document. Ce document, c'est le discours d'investiture du chef de l'État, le 14 août 2009. Et dans ce discours, il disait quoi de fort qui a retenu notre attention? Il a dit, je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement de deniers publics et des actes répréhensibles, autant répréhensibles que néfastes à l'accomplissement du bonheur collectif. Et il a précisé, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Puisqu'on veut que Mirassa donne soi-disant des preuves ou des éclaircissements, depuis 2006, depuis 2009, quel est le gouvernant qui a été interpellé? Et pourquoi cette situation? Et pourtant, cette déclaration du chef de l'État fait apparaître clairement que dans la société congolaise, il y a la corruption, il y a des détournements, il y a d'autres maux tout autant graves qui ne peuvent pas nous permettre de réduire la pauvreté, d'aller au développement. Et ces questions, il faut qu'on les regarde froidement. Que les Congolais reprennent le discours qui a été prononcé à cette occasion, ils se rendront bien compte. Le troisième aspect sur lequel je vais arriver, c'est les révélations des Panama Papers. J'ai aussi le document. Les révélations des Panama Papers. Je reviens sur cette affaire. Pourquoi? Parce que les Panama Papers ont révélé que 6 Congolais détiendraient à eux seuls près de 5 500 milliards de francs CFA. Vous vous rendez compte de ce que c'est que la somme faramineuse que ça représente? Et je vous rappelle que le budget du Congo pour l'année 2024 a été arrêté à 2609 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'il y a 6 Congolais qui détiennent 2 fois plus que le budget du Congo de l'année 2024. Et lorsqu'on rapporte ce chiffre à la dette, si je prends le chiffre de notre dette, qui est de 8 149 milliards à fin décembre 2022, le chiffre de 5 500 milliards représente pratiquement 67,5% de notre dette. Mais on peut se poser la question, est-ce que cette dette est justifiée? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir les moyens de faire autrement? Maintenant, je vais aller en profondeur. Regardons ce qui se passe à travers le monde. La reine Élisabeth d'Angleterre, décédée après 70 ans de règne, a laissé une fortune colossale de 371 millions de livres sterling, c'est-à-dire l'équivalent de 271 milliards de francs CFA. La fortune du roi d'Arabie Saoudite a été estimée à une époque donnée à 5 milliards de dollars, l'équivalent à peu près de 3 000 milliards de francs CFA. Nous avons lu à travers les réseaux sociaux que le président Bongo, Ali Bongo, quand il était président, il gagnait 270 millions de francs CFA par mois, ce qui lui donnait un peu plus de 3 milliards l'année. Et en 2 mandats, il aurait pu engranger, ou il a dû engranger 45 milliards. Pour que le président Bongo, Ali Bongo atteigne, plutôt en 100 ans, il aurait obtenu 324 milliards de francs CFA. Mais expliquez-moi alors, à partir de ce moment, comment sur les 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards, le plus nanti posséderait, si on prend le taux de dollar à 591,44 francs CFA, le plus nanti posséderait pratiquement près de 2125 milliards de francs CFA. Et le moins nanti en posséderait 20 milliards. Est-ce que les gouvernants ne devraient pas être préoccupés par ce genre d'informations pour expliquer, pour faire comprendre l'origine et la traçabilité de cette fortune? S'il est prouvé
que ça a été honnêtement acquis, mais il n'y aura plus de pesanteur, de soupçons. Mais si cela n'est pas fait, et c'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que sur cette affaire, la justice congolaise aurait dû ouvrir une information judiciaire. Et s'il y a un silence, c'est un silence que moi je considère à la fois inacceptable et intolérable. Et il favorise un certain nombre de choses qui ne sont pas de nature à aller de l'avant. Je veux continuer, mais je ne veux pas éplucher tous les dossiers parce qu'il y a des structures qui sont chargées de les avoir. Je prends un autre texte. Je vais vous le présenter. Ceci est un communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire. En effet, dans son message sur l'état de la nation de l'année 2017, le président de la République a relevé que des sommes importantes avaient été mises dans le secteur de l'agriculture, mais pour des résultats mitigés. Suite à cette déclaration, nous avons été ravis de la réaction du procureur de la République. Et le procureur de la République a instruit la Direction générale de la surveillance du territoire pour mener une enquête sur cette situation. C'est ce qui a été fait. Et le texte que je vous ai présenté, c'est le communiqué par lequel la Direction générale de la surveillance du territoire a reconnu qu'il y avait malversation financière au fonds de soutien à l'agriculture, qu'il y avait des Congolais qui avaient pris de l'argent, qui refusaient de le rembourser et qu'un délai leur avait été donné pour le rembourser. Et dépassé ce délai, il serait présenté devant le parquet. Dites-moi depuis avril ou mars 2018 que cela a été fait. Quel est le Congolais qui a été présenté devant le parquet? Absolument personne. Mais il s'agit là justement des sommes d'argent qui ont dû être détournées par des Congolais. Mais le faisant, ils enfoncent les Congolais et ils plongent beaucoup de Congolais dans la misère. Dans ce créneau, je vais vous présenter un dernier document. C'est ce document. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que la direction de la CREF, le directeur général de la CREF, sur les médias, et ça a été repris dans les journaux comme les dépêches, a énoncé clairement que la somme de 9 milliards de francs CFA, représentant les pensions des mois de novembre et décembre 2016, avait bien été transférée par le Trésor dans un compte LCB de la CREF. Et il dit qu'elles ont été portées disparues. Soyons sérieux. Dans une banque congolaise, l'argent ne peut pas disparaître. Et depuis lors, et lui, le directeur général, souhaite que la lumière soit faite au plan de la justice parce que le dossier est arrivé à la justice et depuis, rien ne bouge. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut se permettre d'être silencieux devant ce genre de problème? Je vous ai montré quelques cas, mais on peut continuer. Et je vais venir à avant de venir à un dernier cas, je vais rappeler aux Congolais que M. Lamir Nguele, à l'époque président de la commission de lutte contre la corruption, la fraude, la concussion et autres, avait fait un rapport qui mettait en cause, y compris certains membres du gouvernement, pour des questions de détournement. Et il a déclaré au cours d'une conférence de presse que ces dossiers avaient été transférés par voie d'huissier à la justice. Et que fait-on? Ce que les Congolais ont constaté, c'est que M. Lamir Nguele a perdu son poste. Cela veut dire quoi? Maintenant, je vais m'acheminer vers ce que je trouve extrêmement important. Les révélations faites par notre compatriote Alphonse Maboussou, qui me donne et qui m'ont donné le tournis
lorsqu'il a fait cette émission le 2 mai 2023 sur Teler TV et qu'il a révélé qu'il y avait 133 000 milliards. En fait, il a parlé en termes de 222 milliards de dollars américains, équivalent à 133 000 milliards de francs CFA. Un chiffre qui donne le tournis. Les autorités ne peuvent pas dire qu'elles n'en sont pas informées, puisque dans le cadre de la démarche que 3 Congolais ont entrepris, je rappelle Jean-Pierre Anyangoy, Enda Diogène Seni et Clément Mirassa, lorsque nous avons lancé la pétition le 20 mai 2023, nous avons fait apparaître dans les documents de la pétition que nous avons lancé cet aspect. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'après que nous ayons mené cette activité, nous avons transmis ces documents aux autorités. Et quand je parle d'autorité, je parle du président du Sénat, je parle du président de l'Assemblée, je parle du Premier ministre, je parle du ministre de l'Intérieur et je parle du ministre de la Justice. Donc, les autorités sont bien informées. Mais est-ce qu'on peut être silencieux devant une telle information? Est-ce que la CID, quand elle a des informations importantes, elle est silencieuse? Je dis non. C'est pour ça que je reviens et je dis qu'il faut que nous nous levons. Il ne faut pas que nous soyons comme apeurés ou attristés. Et dans la démarche que nous avons entreprise à l'époque, nous avons été encouragés par la déclaration le 9 décembre dernier du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Il a appris aux Congolais ce jour-là que la Haute Autorité de lutte contre la corruption a mené 30 enquêtes et investigations et qu'ils sont arrivés au niveau où les procédures permettent maintenant que les résultats soient publiés et qu'à la suite de la publication de ces résultats, il y aura saisine de la justice. Donc, ce n'est pas un problème personnel de Clément Mirassa où il faut venir, non, il faut que Clément Mirassa montre. Non, les dossiers existent, je vous en ai fait état de quelques-uns, mais on peut continuer. C'est pour ça que je reviens. C'est pour ça que je dis que les gouvernants doivent prendre conscience. Le Premier ministre doit prendre conscience qu'il doit lier la parole à l'acte. Et quand je refais référence à ce qu'il a dit, s'agissant de la corruption, dans cette deuxième bataille, il a bien dit que les détournements de fonds publics, la concussion, les pots de vin, le trafic d'influence, la précavarition ou je ne sais pas quoi, et autres, altèrent la qualité du service public dans notre pays. Et il a annoncé lui-même qu'au cours de ce quinquennat qui avance, nous devions mener un combat dur contre tous ces maux, particulièrement la corruption. Nous en sommes là. Et c'est le sens de l'interpellation que j'ai faite au Premier ministre. Parce que je dis au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, vous avez, semble-t-il, pris des engagements à travers 12 batailles. Mais l'une des batailles, c'est la lutte contre la corruption. C'est la lutte contre les autres maux. Et il faut que nous arrivions à éradiquer, comme c'est prévu dans le projet de société, ensemble, marchons vers le développement. Il faut qu'on y arrive. C'est pour ça que j'ai tenu, après les commentaires, après les observations qui ont été faites, après notre dernière émission, je reviens pour dire que nous avons besoin de beaucoup d'argent. Il ne faut pas désespérer. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons la possibilité, si nous en avons le courage et la volonté politique, de récupérer cet argent pour régler les nombreux défis qui se posent à notre pays. C'est pour ça que je rappelle que j'ai été très attristé lorsque j'ai suivi le Premier ministre parler des érosions
et je reviens là-dessus, dire qu'en 2024, on a prévu qu'une inscription de 2 milliards 500 millions, alors que rien que pour 3 sites qui sont attaqués par les érosions, il fallait près de 70 milliards de francs CFA. La loi de finances a prévu pour l'exercice 2023 une inscription budgétaire de 1,8 milliard de francs CFA pour le traitement des érosions et glissements des terrains et prévoit, au titre du budget 2024, une inscription de 2,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 700 millions de francs CFA. Ces allocations s'avèrent très maigres au regard de l'ampleur des travaux à réaliser. Nous en sommes conscients. À titre d'illustration, les travaux de traitement des érosions de Nkombo, de Filou et du lycée scientifique coûtent respectivement environ 7 milliards 105 millions de francs CFA, 32 milliards 888 776 486 francs CFA et 29 milliards 515 437 250 francs CFA si nous voulons d'un vrai traitement qui puisse s'inscrire dans la durée et préserver les générations futures de ces accidents que nous connaissons actuellement. J'ai suivi également ce qui s'est passé au Sénat. J'ai entendu un membre du gouvernement répondre à la question qui lui a été posée sur la route Epena Fondo Dongou, je crois jusqu'à Enyele. Mais il a reconnu que c'était près de 240 km qu'il fallait réhabiliter, mais que pour le faire, il fallait 100 milliards. Mais il a interpellé les sénateurs en disant, mais dans le budget 2024, il n'y a pas cette inscription. Ça veut dire que la route va continuer à se dégrader. C'est pour ça que moi, je suis convaincu. C'est pour ça que moi, je suis convaincu que nous pouvons agir. Et moi, je souhaite que le Premier ministre agisse. Je ne comprends véritablement pas où est le blocage. Je ne comprends pas quand le président de la République annonce qu'il y a un compte de déstabilisation qui a été ouvert et que chaque année, un audit doit être fait. Je ne comprends pas que la Cour des comptes soit à Brazzaville, la Banque centrale a une structure à Brazzaville et cet audit n'arrive pas à se faire. Je ne comprends pas que la Direction générale de la surveillance du territoire puisse mener une enquête et réaliser qu'il y a des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Et ça s'arrête. Je ne comprends pas que le directeur général de la CREF puisse se plaindre de ce que 9 milliards avaient véritablement été virés dans un compte LCB de la CREF et que ça a disparu et que le dossier à la justice et qu'on ne le traite pas. Non, chers compatriotes, chers téléspectateurs, j'ai voulu apporter ces éclaircissements. Je ne veux pas que ce soit le problème de Mierassa. Non, c'est un problème d'intérêt général. Et il faut que dans cette démarche, nous privilégions l'intérêt général sur l'intérêt particulier et égoïste de chacun de nous. C'est comme ça que nous avancerons. C'est comme ça que nous avancerons vers la solidarité. C'est comme ça que nous avancerons vers la paix. C'est comme ça que nous irons vers la réconciliation nationale. Et c'est comme ça que nous créerons autour de nous un climat du vivre ensemble. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enrichissement illicite, c'est des inégalités, c'est des Congolais qui sont complètement plongés dans la misère, dans la pauvreté. On ne peut pas avancer parce que tout le monde sait que le Congo est un pays riche et que paradoxalement, les Congolais sont plongés dans une misère, dans une pauvreté à la fois intolérable et inacceptable. C'est pour ça que j'ai voulu apporter ces éclaircissements et je suis prêt au débat. J'ai fait des propositions. Assez souvent, on nous a attaqué, puisqu'on nous qualifie d'opposition radicale. Elle ne fait jamais des propositions, etc. Mais voilà des propositions qui peuvent aider à réduire la souffrance des Congolais et qui peuvent nous permettre d'avancer. Maintenant, avant d'aller à la conclusion, je voulais m'adresser aux téléspectateurs pour dire que j'ai été heureux et j'ai constaté que vous m'avez soutenu dans la réalisation de cette émission. Mais il y a quand même 2 ou 3 faits que je tiens à relever, qui m'ont véritablement attristé. Le premier fait que je tiens à relever au cours de cette année 2023, c'est lorsque j'ai découvert dans une émission sur Teler TV, qui a été faite par mon frère Alex Ibakanzabana, qu'il est relevé, parce qu'il avait été arrêté le 11
le 11 mars 2021. Et lorsqu'il a fait cette émission, il a relevé que pendant l'enquête qu'il a subie, les enquêteurs lui ont demandé de citer des noms. Parmi ces noms, j'ai noté qu'on avait souhaité qu'on cite le nom de Jean-Marie Michel Moukoko, qu'on cite le nom de Joe Washington Ebina, qu'on cite le nom de Paul Makaya, qu'on cite le nom de Clément Mirassa. Non, il faut que cette époque des complots soit révolue. On ne peut pas, dans une structure comme celle-là, inciter à la dénonciation des innocents. Ça veut dire, en fait, qu'on a la tendance de créer et de soutenir des personnes qui, logiquement, devraient se retrouver à la justice. Et dans les personnes citées, j'ai relevé que mon frère et ami Jean-Marie Michel Moukoko était cité, bien qu'il était déjà en prison, et tout le monde sait qu'il est en train de purger sa 7e ou 8e année en prison, ce qui n'est pas facile et qui vient. Je l'ai déploré très sincèrement. D'autant que notre Constitution, au niveau de l'article 225, je crois, dit que la force publique est apolitique et elle est soumise aux lois et règlements de la République. Si elle est apolitique, pourquoi alors vouloir accuser ou créer des dossiers? Et je sais que, puisque ça a commencé, ça a dû se... Mais j'attire l'attention. Le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, et en cela j'ai une pensée particulière pour un certain nombre de leaders d'opinion, de frères, je pense notamment aux frères comme Diaf le Kweta, je pense aux frères comme Ayatonga, particulièrement Ayatonga, qui à travers 2 vidéos avait alerté les Congolais sur le fait que Clément Mirassa était en danger et qu'il fallait que les Congolais me protègent. Ça m'a amené à me poser beaucoup de questions, d'autant que l'article 15 de la Constitution est clair. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être avantagé ou désavantagé, favorisé ou désavantagé par rapport à son origine ethnique, familiale, par rapport à ce que religieuse, philosophique et autres. Il faut que l'État joue ce rôle. Le rôle de l'État n'est pas de chercher à nuire à des Congolais. Les dispositions, les lois, elles sont claires. Et je tiens à attirer l'attention là-dessus, de sorte que j'ai fait une petite émission dans le cadre de la lutte contre la corruption, mais quand les Congolais ont suivi ça, ils étaient surpris. Mais c'est comme ça. La télévision congolaise ne doit pas être caporalisée par un système, par un bloc, par un certain nombre de choses. Donc, j'ai attiré l'attention sur ça pour dire que je sais, et j'informe les téléspectateurs, que dans la démarche que j'ai amorcée de suivre et que je vais continuer à suivre, j'ai choisi d'apporter et de sensibiliser les Congolais sur ce que je considère être la vérité. Le faisant, je suis ouvert au débat. Je suis pour la confrontation des idées. Je n'ai jamais été pour des visions armées, etc. Ce n'est pas mon bloc. Mais je souhaite que ces officines qui se retrouvent toujours pour concocter des complots, on a fait suffisamment du mal aux Congolais. Et je leur rappelle qu'à la conférence nationale, les voix se sont élevées pour dire plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Et il ne faut pas créer une justice à 2 vitesses, un environnement dans lequel il y a comme des gens qui peuvent poser les actes, ils peuvent détourner, ils peuvent être corrompus, etc. Ils sont libres, ils ne sont pas inquiétés, au contraire. Et un autre environnement où des citoyens paisibles qui ne veulent que mener leur vie paisible avec leur famille, etc., sont inquiétés sur les complots. Donc, j'interpelle les frères qui sont dans ces démarches de complot, notamment contre ma personne. Et je sensibilise les téléspectateurs pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Qu'avec 2023, il faut que ce soit des choses qui soient complètement oubliées. J'ai présenté un certain nombre de dossiers, mais je peux vous le dire et je peux affirmer que la plupart de ces dossiers, je les ai envoyés officiellement au président du Sénat, au président de l'Assemblée,
au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice. Pour terminer, je vais juste dire, vous remercier pour l'attention et le soutien que vous m'avez apporté et vous dire, l'année 2023 s'en va avec ses malheurs, avec peut-être son lot de petits bonheurs que nous avons pu réaliser. Puissions-nous faire que l'année 2024 soit une année d'amour, de paix, de bonheur, du vivre ensemble, une année de réconciliation nationale entre les Congolais, une année où nous nous parlerons, nous allons développer l'amour du pays, l'amour du prochain, et nous allons faire que nous mettons tout en œuvre pour qu'ensemble, nous fassions avancer ce pays. Je médite et je pense au moment où l'année 2024 approche. J'ai une pensée particulière à la jeunesse, avec tout ce que nous vivons, avec la situation du pays aujourd'hui, avec la situation de la dette, avec la situation du chômage, avec d'autres. Je sais que nous avons plusieurs défis, mais je suis préoccupé par une seule question. Je fais la politique, nous sommes nombreux en fait. Quel est le Congo que nous allons léguer à notre jeunesse? Quel est le Congo que nous allons léguer aux générations futures? Et je crois que c'est ça qui doit interpeller chacune de nos consciences. Chers téléspectateurs, après l'avoir dit, une bonne, heureuse année 2024. Et pour moi qui prie, je dis que le Seigneur vous garde, vous bénisse, vous protège, vous comble de ses bénédictions et qu'il vous accorde surtout une excellente santé. Je vous remercie pour votre aimable attention et je suis prêt à ce que, au cours de l'année 2024, nous poursuivons notre initiative parce que je me rends compte que vous avez beaucoup été intéressés et que cette activité vous a plu. Merci pour votre soutien. À bientôt. Et la prochaine aura lieu, je crois, si je ne me trompe pas, elle aura lieu le 7 janvier 2024. À bientôt. Et je vous souhaite bien des choses. Merci.